Salut, bonjour à tous, bienvenue dans À but non lucratif, le podcast de média animation qui questionne les enjeux du secteur non marchand. Je m'appelle Jérôme Ramaker, au sein de l'agence de média animation, j'accompagne les assos pour se positionner stratégiquement et pour créer une communication qui leur ressemble. Pour ce 6e et dernier épisode déjà, je suis avec Christopher de l'ASBL Autre-Terre. Bonjour. Bonjour. On garde le meilleur pour la fin apparemment, donc bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui avec toi, on va parler d'un sujet parfois un peu sensible, qui est la récolte de dons. On sait que c'est un peu le nerf de la guerre pour beaucoup d'associations. Dans certains cas, c'est plus une machine qui est déjà bien rodée. Elle plane vraiment sur nos activités, un peu comme un cousin relou, quoi. Tu vois, qu'on invite à chaque fois au Nouvel An et que, ok, il offre le champagne, mais après, il faut prêter beaucoup attention et que si on ne regarde que ses défauts, on ne va pas trop pouvoir valoriser ce qu'il peut nous apporter. On sait que effectivement la récolte de dons, c'est plus que ça, c'est aussi une campagne d'image, une campagne d'engagement, de valeur, et que finalement la récolte d'argent, c'est que le résultat, c'est pas le message. Exactement, oui. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, de parler de déduction fiscale, de parler d'histoire finalement, d'histoire qui nous connecte avec les donateurs et les bénéficiaires. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? En quelques mots, donc, je m'appelle Christopher Mpassi et je suis chargé de fundraising et communication. Donc j'ai cette double casquette de chargé de récolte de fonds et de communication chez Autre-Terre. Et donc Autre-Terre, en fait, c'est une ONG qui travaille principalement sur l'agroécologie et la gestion des déchets, notamment en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest, et avec des projets de sensibilisation en Belgique. Et surtout, Autre-Terre, en fait, c'est l'ONG du groupe Terre, qui est plus connu fatalement avec le tri textile et les bulles à vêtements. Et donc, en fait, on est vraiment la petite sœur de Terre. Alors, première question que j'ai posée à tous les invités dans ce podcast. Si tu étais un outil de communication, lequel serais-tu ? Ça tombe bien parce que je pense que je serais un podcast. Ah bien, dis-moi pourquoi ? J'aime les conversations profondes autour d'une table sur certains sujets et je trouve que on apprend beaucoup en fait en écoutant les autres, d'où du coup le podcast, parce que on va dire principalement souvent les podcasts on les écoute. C'est une écoute active surtout, et c'est pour ça que j'aurais pu dire une émission radio, mais je suis de la Gen Z donc j'écoute pas la radio. Exceptionnellement jusqu'ici je l'ai fait, mais sinon non, en fait on va dire plutôt c'est une évolution en fait des émissions radio qui se faisaient déjà avant, et c'est pour ça que je dis le terme podcast. Mais j'aurais eu 20 ans de moins, j'aurais dit la radio par exemple. Ouais, après, je crois que dans ta réponse, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, la communication, c'est ce côté dialogue, écoute, échange, qu'on essaye de développer aussi dans toutes les campagnes. Donc, ça fait sens. Ouais, ça marche. Si on se met dans ta peau au sein de l'ONG, comment est-ce que tu résumerais ton quotidien, de chargé de fundraising et de communication ? Alors, je crois que c'est la 3e fois qu'on me pose cette question en 2 semaines. On est curieux, à mon avis. Mais en fait, je n'en ai pas. Il n'y a pas de journée type, dans le sens où, déjà, de par ma position, de cette double casquette de chargé de récolte de fonds et de communication, mais sur un temps plein, fait que, en fait, j'agence, on va dire, mes journées de travail et la charge en fonction de la priorité qu'il y a sur le moment. C'est quoi, ça dépend des saisons ou des périodes, c'est ça. Par exemple, si je parlais d'une journée type en fin d'année, avec la campagne des récoltes de fonds de fin d'année, je ferais que du fundraising. Et donc, c'est vraiment du suivi des newsletters, des rédactions d'articles, des campagnes sur les réseaux sociaux aussi, rencontrer pas mal de bénévoles et de partenaires, parce qu'on a aussi des actions de vente, en fait, fatalement en fin d'année. Alors que, par exemple, là, dans cette période-ci, on est plus sur la préparation des rapports d'activité. On a pas mal d'événements aussi, vu que c'est un peu le printemps. Donc, on a notre brocante qui vient de passer ici week-end passé, donc le 5 avril. Donc, pas mal de communication là-dessus aussi, que ce soit offline avec les journalistes, la presse ou autres, ou directement online aussi. Donc, ça va du tout au tout. Mais ça commence souvent par ouvrir mes mails, comme tout le monde, je pense. Et se dire qu'est-ce que je vais faire de tout ça. C'est ça. Yes. Pour moi, la première chose qui frappe quand on arrive sur votre site, c'est qu'on retrouve, je crois, 3 fois sur la homepage l'appel aux dons. Et donc, est-ce que c'est stratégique ? Est-ce que c'est pas un peu excessif pour la personne qui arrive sur votre site ? Stratégique, oui. Excessif, ça dépend. Ça dépend de l'intention de la personne qui arrive sur le site. Les gens arrivent sur notre site pour plein de raisons, en savoir plus sur les projets, avoir des informations sur un événement, peut-être qui est Autre-Terre, juste savoir ça. Et en fait, faire un don, c'est
c'est une composante de l'intention qu'il y a derrière le site. C'est pas la première raison pour laquelle ils viennent sur le site? Pas spécialement, non. Ok. Ouais. Je te pose la question, Jérôme, est-ce que tu te lèves des fois, toi, le matin, en te disant, tiens, je vais faire un don à une ONG, je vais chercher à laquelle faire, en tapant les mots-clés, en se disant, ah, tiens, celle-là, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai. Et donc, par rapport aux outils que tu as à ta disposition pour récolter de fonds, quel est le lien entre le site et les autres outils? Comment est-ce que tu articules les appels? Le site est vraiment l'outil principal pour la récolte de fonds digitale. Donc on va dire, c'est un peu le bout du tunnel sur un appel au don qui serait fait sur les réseaux sociaux, par exemple, qui serait fait sur une newsletter, ou par exemple qui serait fait sur un QR code qui serait placé sur un événement ou autre quelque part, quoi. Et ça permet de directement tomber sur le site avec ce bouton-là. Et ce basculement don, parce que ça je l'ai vécu dans une association, don numérique, et puis le fameux virement dans lequel on encodait tout. Est-ce que votre ONG, elle a passé le cap il y a quelques années, ou est-ce que tu as vécu ce changement-là? Quand je suis arrivé, c'était déjà en place. Okay. Et je pense que ça a été mis en place, si je ne me trompe pas, quelque chose entre 2018 et 2020. Maintenant, étant donné qu'on est une petite ONG locale qui est plus connue, on va dire, en tout cas en Belgique, dans la région de Liège, et après dans le monde, ça dépend un peu de là où on a nos projets. Je pense que beaucoup s'est fait soit du bouche à oreille, soit via notre magazine trimestriel. Et il y avait l'option en fait de faire un don, mais c'était avec les coordonnées de virement bancaire. Mais au bout d'un moment, il faut un peu se mettre à jour, comme tout le monde. Et... Ouais, moi je sais que c'est très pratique, mais il y a toujours cette fracture numérique. Et souvent, les donateurs sont parfois plus âgés. Je ne sais pas quel est le profil de tes donateurs, mais souvent, quand ils sont plus âgés, donc de passer à cette version en ligne, parfois, ça les bloque. Eh ben, justement, c'est étonnant que tu en parles, parce que nous, c'est l'inverse qui nous a poussé en fait à proposer cette option en fait digitale. C'est surtout dans le fait, comme tu dis, qu'en fait, on a aussi une base de donateurs et de donatrices qui est vieillissante. Et pas fatalement, il faut pas la rajeunir, mais si on veut de nouveaux donateurs, en fait, c'est plus des jeunes donateurs qu'il faut si on veut des solutions sur du long terme. Et à leur parler de virements, papier, etc. Parce qu'en fait, c'est compliqué, en fait. J'ai envie de dire, moi, si j'ai envie de faire une don à une ONG... sur le smartphone. C'est ça, en fait. C'est directement... on a besoin d'avoir un minimum d'obstacles sur notre chemin, en fait, au don. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas été habitués, en fait, à utiliser les principes du virement que tu notes, que tu vas amener à la banque ou autre. Et donc, en fait, on voulait vraiment avoir ces deux options qui soient disponibles pour les nouveaux donateurs et donatrices qu'on aimerait accueillir. Et est-ce que tu constates que la Gen Z est encore sensible à ça et de faire des dons? Ou est-ce qu'il y a un gap de génération dans les pratiques de soutien aux associations? Je ne peux pas faire de généralité à ce niveau-là. Je peux parler de mon cas, je peux parler de mon entourage, mon environnement, de petites études de marché que j'ai pu faire dans le cadre de ma fonction. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, notre génération, en tout cas la Gen Z, elle a de plus en plus envie de s'impliquer, mais de façon volontaire, en fait, de directement mettre la main à la pâte, comme je pourrais dire. Mais en même temps, a cette conscience aussi que l'argent, c'est le nerf de la guerre et qu'il y a plusieurs façons d'aider. Et donc après, je pense que ça devient vraiment... ça passe par des habitudes personnelles. Moi, j'ai des amis proches qui font des dons de façon récurrente à des ONG, d'autres qui sont beaucoup plus dans le volontariat. Mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas... mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, est-ce que vous avez testé d'autres façons de récolter des dons? Donc, moi, j'ai vu, par exemple, que vous utilisiez Lido. Est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est et quel est ce principe de goutte? Ok, donc Lilo, c'est un moteur de recherche, comme Google, Bing ou Yahoo. La particularité de Lilo, c'est qu'elle se considère comme un moteur de recherche éco-responsable. Mais surtout, ils ont cette particularité, en fait, où chaque recherche génère ce qu'ils appellent une goutte d'eau. Donc, c'est une valeur fictive, fatalement. Mais l'accumulation, en fait, de gouttes d'eau permet, en fait, à des ONG ou des associations de mettre en avant leur projet. Et, en fait, l'utilisateur peut décider de reverser, quand il a accumulé un certain nombre de gouttes d'eau, de les reverser, en fait, à un projet ou une association qui, en fait, du coup, reçoit l'équivalent financier, en fait, de ces gouttes d'eau
pour financer son projet. Et donc, en tant qu'assos, vous avez dû vous inscrire sur la plateforme, proposer un projet finalement à Lilo, c'est ça? C'est ça. Et bon, comment est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez déjà des répercussions ou c'est quelque chose qui est plus sur du long terme? C'est quelque chose qui est beaucoup plus sur du long terme parce que une recherche, voilà, c'est assez rapide et donc il faut vraiment accumuler un certain nombre de gouttes d'eau. En fait, l'idée d'aller sur Lilo, ça participe aussi finalement à une campagne de com, au-delà de la récolte de dons finalement. C'est ça, double emploi. C'est avant tout une grosse campagne de communication à but lucratif, si je peux le dire. Pas de faire du profit, mais de financer un projet solidaire. Et en fait, on peut avoir une campagne de récolte de fonds, mais si elle n'est pas visible et que les gens ne tombent pas dessus... Ça suffit pas d'être sur la plateforme, il faut faire venir les gens. C'est comme la question que je t'ai posée au début. Est-ce que toi, tu te lèves le matin en disant « Tiens, je me sens de bonne humeur aujourd'hui, est-ce que je vais chercher une ONG à laquelle faire un don ?» Ah non, ça n'arrive pas. Ce serait dans un monde idéal. Mais on a chacun nos obligations et donc ouais. Ça arrive. Après, ça arrive quand du coup on arrive sur les legs. Là, quand tu as par exemple un testament ou un héritage, là, parfois on se pose la question. Exactement. De dire qu'est-ce que je vais faire de cet argent. Et parfois, la personne décédée décide que cet argent va à une telle ou telle ONG ou association. Mais c'est vrai qu'à part ça, je sais pas, c'est peut-être oui, ou le moment des fêtes, là, comme on parlait au niveau des périodes, on est très généreux à Noël, j'ai l'impression. C'est ça. Tu remarques ça aussi? C'est vraiment, il y a des pics comme ça ou bien c'est pas... Il y a deux périodes. Il y en a une qui est un consensus général du fundraising. Et puis il y en a une que je trouve, mais qui est peut-être personnelle à Outre-Terre, ou à moi, je ne sais pas. La première, comme tu l'as dit, c'est celle de fin d'année, novembre-décembre, où les gens sont un peu plus généreux, ils ont eu leur budget de l'année, voilà, ils ont le 13e mois ou je ne sais quoi, et ils décident de faire un don. Puis il y a beaucoup, en fait, aussi, je pense, l'influence du calendrier catholique, en fait, où, en fait, le don de soi, mais du coup de façon financière en fait fait partie en fait de notre culture et du coup je pense que c'est pour ça que ça tombe à ce moment-là. Et moi je vois un moment aussi un peu autour de mai juin, comme ça des fois par moment ça arrive. Parce que je pense que c'est une manière de se démarquer aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un embouteillage du coup. Tu vois, fin d'année, on est submergé d'assos qui nous disent faites des dons pour la fin d'année, soyez généreux, mais elles sont toutes là quoi. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être effectivement un consensus, mais en même temps, c'est un embouteillage. C'est une tendance qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années, je pense. Et comme je t'ai dit, ça fait partie du calendrier en fait, occidental. Maintenant, il y en a certaines assos qui se démarquent, notamment, par exemple, qui sont un peu plus engagées de façon religieuse. Et ça va, par exemple, être le carême. Et donc, qui vont à ce moment-là et qui se démarquent un petit peu. Il y en a d'autres qui ont des actions spécifiques qui sont de leur image de marque en tant qu'ONG et du coup qui sortent totalement de ce calendrier-là. Et en général, ça fonctionne beaucoup mieux aussi. Mais bon, il faut déjà une certaine notoriété et une certaine visibilité pour pouvoir faire ça. Yes. On a parlé de Lilo. Est-ce que vous avez testé d'autres choses? Des campagnes un peu créatives? Vous avez dit, tiens, on va tester comment est-ce qu'on pourrait récolter des fonds autrement? De façon numérique? Numérique ou physique, je sais pas, est-ce que tu as testé d'autres façons traditionnelles soit des personnes dans la rue, soit le fait d'avoir sur le site? Est-ce que vous avez testé d'autres manières de récolter des fonds? Bien sûr. Historiquement, donc comme je l'ai dit, Outre-Terre fait partie en fait du groupe Terre et notamment en fait de façon historique, avant que Outre-Terre soit vraiment une ONG. C'était en fait des projets en fait de développement qui étaient menés dans ce qu'ils appelaient anciennement le tiers-monde. Je déteste ce mot. Et du coup, en fait, c'était les travailleurs de terre qui bénévolement, en fait, après journée, s'occupaient en fait de faire des collectes d'objets, de tri de papier carton, ou en tout cas de matières premières qu'ils pouvaient revendre pour financer ensuite la construction en fait de projets du coup à l'étranger. Et donc ça, c'est quelque chose qui est resté en fait chez Outre-Terre depuis que c'est une ONG, où en fait on fait point de dépôt, donc dans nos bureaux à Herstal, dans le zoning, et les gens peuvent venir déposer des objets de brocante. Donc pas des meubles, mais des petits objets de mobilier, décorations, des livres, des CD, des vinyles, de la dentelle, du matériel de camping, un peu de tout. Et du coup, en fait, chaque année,
2 fois l'année, donc c'est généralement le premier week-end d'avril et le premier week-end d'octobre, on organise en fait la brocante terre. Et donc c'est vraiment un événement qui fédère en fait toutes les entreprises d'économie sociale du groupe Terre. Et en fait, donc on prend vraiment toute la 4e avenue et une grande partie de la 2e avenue dans le zoning. Et en fait, on a plus de 500 emplacements et plus de 10 000 visiteurs et visiteuses qui viennent en fait à chaque fois à ces 2 brocantes-là. Et en fait, on vend les emplacements de brocante pour que les brocanteurs et les brocanteuses puissent venir et vendre leurs objets. Mais aussi, nous, tous les objets qu'on récolte en fait dans notre point dépôt au fur et à mesure pendant l'année, on a une personne qui est employée chez Autre Terre qui est engagée en fait pour gérer ce projet, ces activités de récupération. Et on a tous des volontaires qui viennent en fait tout au long de l'année trier ces marchandises. Est-ce que tu sens des réactions des gens via les réseaux sociaux? Est-ce que tu arrives à justement fédérer une communauté ou des donateurs potentiels à travers ce canal-là? C'est très complexe. C'est très complexe parce que du coup, dès qu'on rentre dans des grands nombres, il y a différents profils, différents personas, différents intérêts. Il y a des personnes qui viennent vraiment juste pour faire des bonnes affaires, des personnes qui viennent vraiment dans l'idée de cette décroissance en fait, de consommation. Il y a des personnes qui sont simplement curieuses. Et donc en fait, c'est assez complexe de distinguer en fait, les potentiels donateurs et donatrices là-dedans. Mais c'est un travail de longue haleine. Question de visibilité, c'est pour ça que je dis toujours, la récolte de fonds, c'est une grosse campagne de communication et on essaie de toucher un large public tout en ayant des personas en tête particuliers et après advienne que pourra. Yes. Je vais te poser la question que Sylvie nous a posée la semaine dernière pour toi par rapport donc à la récolte de dons. Elle demandait, tiens, pour inciter le grand public à faire des dons, est-ce que vous utilisez et comment vous utilisez les témoignages justement des bénéficiaires? Alors, on en utilise, oui, mais avec parcimonie. Parce qu'il y a ce grand défi, et c'est très propre à Autre Terre, en nos valeurs aussi, en fait, d'avoir une récolte de fonds éthiques. On fait partie justement de la REF, donc c'est l'association de récolte de fonds éthiques qui regroupe pas mal d'associations et d'ONG pour un peu cadrer tout ça. Et donc, on s'efforce vraiment d'avoir nos témoignages qui soient toujours des témoignages véridiques, en fait, de nos bénéficiaires. Fatalement, on ne met pas le vrai nom, souci d'anonymat, mais étant donné que voilà, comme tout projet, on a des chargés de mission sur place, et donc dans leur mission de reportage, ils essaient de récolter des témoignages qui, avec l'accord des bénéficiaires, on leur propose de les utiliser sur un projet précis, quoi. Parce que c'est vrai que finalement, ces histoires-là, ça nous parle peut-être plus, ça nous ancre un peu dans la réalité de leur terrain. Je sais pas comment... Un exemple de témoignage que tu aurais qui permet de raconter cette histoire de lien entre le don qu'on fait en Belgique et l'action sur place? Là, en tête, là, tout de suite, si j'en ai un, mais je vais éviter de le partager comme ça au grand public. L'idée n'est pas de faire la promotion de Faites un don. Non, mais c'est de comprendre le mécanisme de communication derrière ça, en fait, pour moi. C'est de dire, tiens, finalement... Est-ce que ça marche d'utiliser les témoignages et lesquels et quels sont les petits trucs à avoir, quoi? Oui, bien sûr. Et ce qui est très important pour Autre Terre, c'est vraiment d'avoir une approche décoloniale, déjà dans la façon dont on travaille avec nos partenaires locaux et comment on mène nos projets. Et donc, même les témoignages qu'on récolte, on veut sortir en fait de ce cliché misérabiliste de on va aider les personnes sur place ou autre. Non, c'est vraiment en fait un travail, un partenariat en fait avec d'autres associations locales sur place. Et en fait, l'idée c'est de vraiment comment expliquer ça? En fait, les partenaires et les bénéficiaires en fait sont un peu en charge de leur propre destin. Et donc c'est vraiment de mettre en avant en fait plutôt comment les choses se sont améliorées et mettre en avant en fait les initiatives qu'ils ont lancées et que nous on vient vraiment en soutien en fait pour propulser en fait ces initiatives. Et donc l'idée de ces témoignages c'est toujours d'expliquer ok, il y a un problème, une cause, les conséquences, les solutions qui ont été proposées, qui ont déjà été mises en place et comment on peut en fait faire avancer ce projet encore plus vite et le porter plus loin et qu'il soit périn. En termes d'image, tu vois encore beaucoup ce stéréotype nord-sud, toi Ça dépend de la taille des ONG, ça dépend des valeurs de l'ONG aussi derrière, ça dépend aussi des missions. C'est différent quand on est dans la coopération développement que quand on est dans l'aide humanitaire, par exemple. Mais en règle générale, j'ai envie de dire que là, tout le monde est un petit peu forcé
de se mettre au goût du jour parce que il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. En fait, on se rend compte que là où avant, la communication était de façon unilatérale, où c'était en mode on montrait ce qui se passait au Sud par les canaux médiatiques venus de l'Occident, alors que là, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux avoir quelqu'un qui sort son téléphone, qui te filme, et dit mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, regarde, on fait déjà des choses en fait ici. Ouais. Et donc, on est obligé en fait de changer. Après, il y en a qui le font par dépit, parce que voilà, juste il faut s'adapter. Et puis il y en a qui le font par choix. Nous, c'est clairement dans nos enjeux stratégiques, en fait, vraiment d'avoir une approche décoloniale à ce niveau-là, quoi. Et donc, si on revient effectivement sur notre continent, le nouveau gouvernement a décidé de réduire la déduction fiscale de 45 à 30%. Est-ce que c'est une crainte pour vous? Est-ce que tu sens déjà un impact au niveau des donateurs ou pas? Une crainte, je sais pas si on peut appeler ça une crainte, parce que là, c'est vraiment... ça nous pend en nez, quoi. Donc, quand tu crains quelque chose, si tu crains que ça arrive, là, c'est pas acté, je pense, mais on n'est pas loin. Est-ce que ça a un impact? Oui, clairement. Surtout quand on regarde le reste du programme par rapport à la coopération au développement. Faire une coupe budgétaire de 25% sur des financements aux ONG, soi-disant pour faire des économies ou autres, ou pousser à la concurrence, en fait, déjà, entre associations, alors que ça a but non lucratif. Hein, et surtout que c'est des solutions qu'on met en place qui sont pour le bien commun, parce que ça répond souvent, en fait, aux enjeux environnementaux et sociétaux auxquels on fait face. Mais du coup, couper de 25% le financement des ONG, on va dire d'un point de vue structurel, en disant oui, mais non, on va laisser plus place en fait au grand public et aux donateurs, aux donatrices, si elles veulent aider, qu'elles soient plus acteurs de ça, mais en même temps les réfréner en fait la possibilité en fait de déduire leurs dons là-dessus. Et donc en fait, on est un peu on a un peu attaqué sur deux fronts, en fait. Ouais. J'aime pas le terme. Dans le secteur ou si tu connais d'autres collègues qui travaillent comme toi dans le fundraising, est-ce que c'est un sujet qui circule et qui vous essayez d'agir dessus ou oui, clairement. Il y a pas mal d'associations et de regroupements, même de consortiums d'associations. Même la REF c'est de faire un peu appel à ces décisions et de voir un peu... d'expliquer en tout cas, parce que ces décisions, elles ont été prises sans spécialement consulter le secteur, en fait. En se disant, ça va les aider, ok, c'est pour faciliter les choses. Alors que non. Ok, je vais déjà te poser la dernière question, histoire de terminer sur une note positive. Malgré tout, quels seraient les conseils que toi tu donnerais justement pour lancer une récolte éthique à des assos ou des jeunes qui se lancent? La transparence, déjà directement. Donc être transparent sur l'utilisation qui va être faite des fonds. La deuxième, je dirais, c'est plus lié au sujet de la récolte de fonds, mais d'essayer d'être le plus... factuel, informatif. On n'est pas contre une touche de l'émotionnel, mais l'idée n'est pas de positionner spécifiquement s'il y a bénéficiaire dans un certain misérabilisme, parce que en général, ça part d'une bonne intention. Essayer quand même de garder la dignité de la personne, ou en tout cas de la communauté qu'on essaye d'aider, parce que on est tous logés à la même ancienne au final. Et vraiment essayer de s'imprégner en fait des réalités des personnes avec lesquelles on travaille. Yes. Parce que tout dépend du sujet, fatalement, parce que si c'est pour les causes environnementales, compliqué de se mettre à la place de la Terre même, mais... Ouais, mais donc c'est ça, c'est parce qu'effectivement, la pub nous a habitués à jouer sur l'émotion, et en même temps, l'authenticité est peut-être plus porteuse aujourd'hui, ou quelque chose comme ça. C'est j'aime dire, c'est un peu au cas par cas, maintenant, quand on fait de la communication, voilà, on touche un large public, mais c'est faut prendre un peu la question un peu à la source. Comme tu dis, la publicité, quelle est l'intention de la publicité? C'est de créer un besoin chez toi pour que tu consommes sans spécialement que tu te poses la question de pourquoi tu consommes. Est-ce que tu as vraiment besoin de ce produit? Non, c'est vraiment d'aller toucher un peu des leviers émotionnels pour que tu consommes. C'est tout. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de raison de logique derrière. Alors que pour la récolte de fonds, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est que ce soit un engagement raisonné, en fait, et intentionnel, et que ce soit porté, en fait, par certaines valeurs, de se dire, ok, je vais faire un don, parce que cette cause-là me tient à cœur, et que pour moi, ça a un impact, et que ça mérite, en fait, d'être investi. Et ça amène, pour moi, une relation plus durable aussi, avec le public. Exactement. S'il y a cette cause qui est vraiment
raisonner, comme tu dis, responsable, en fait, ta com permet de fidéliser ce public-là de manière plus durable que des one-shots publicitaires, quoi. C'est ça. Et surtout que, en tout cas, moi, c'est comme ça que moi, je vois la récolte de fonds. C'est qu'un donateur, une donatrice chez Autre Terre, c'est un ambassadeur, en fait, d'Autre Terre. C'est quelqu'un qui porte les valeurs d'Autre Terre. Et donc, le don n'est qu'un moyen ou une finalité parmi tant d'autres, en fait, à la même échelle qu'un volontaire qui va nous aider, en fait, dans nos actions qui vont nous permettre de récolter des fonds autrement. Bon, bah merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce podcast et de cette première série d'épisodes. J'espère que ça aura pu inspirer pas mal de chargés de communication. Je vous invite d'ailleurs à réécouter, revoir les épisodes précédents et à les partager à but non lucratif, évidemment. Merci. Merci pour l'invitation.